Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne tous les jours dans la gestion de vos finances personnelles à 13 h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, on commencera comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos. Un rendez-vous donc crypto tous les mercredis où nous aurons le plaisir de recevoir Benoît Mignard, le directeur commercial de Just Mining. Nous nous demanderons avec lui quelle place peuvent prendre les crypto-monnaies dans la trésorerie d'entreprise et évidemment quelles sont les raisons qui poussent de plus en plus d'entreprises à y penser. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine dans la lignée de celui d'hier. Hier, nous nous posions la question de l'impact de la loi climat sur les prix de l'immobilier. Nous nous demanderons aujourd'hui quel est le coût effectif d'une rénovation énergétique. Comme vous pouvez le voir, nous vous accompagnons dans Smart Patrimoine face à ces évolutions qui concernent autant les propriétaires que les locataires et autant les investisseurs que les occupants. Pour en parler, nous aurons le plaisir de recevoir Audrey Zermati, directrice stratégie de EFI, qui sera avec nous en plateau, mais aussi Tanguy Dupont qui sera en duplex. Tanguy Dupont, directeur des solutions Helio pour l'habitat collectif. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et on commence donc avec l'écho des cryptos. L'écho des cryptos où on va se poser la question du placement d'une partie de sa trésorerie d'entreprise en crypto-monnaie. Une stratégie de plus en plus présente au sein d'entreprises tech, mais pas seulement, qui comporte un certain nombre d'avantages, mais aussi évidemment sa part de risque. On en parlera également. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Benoît Mignard, directeur commercial de Just Mining. Bonjour Benoît Mignard. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors pour préparer cette émission, je regardais un petit peu ce qui s'était écrit sur le sujet. Je suis tombé sur un certain nombre d'études. J'en ai noté une qui a été menée par Fidelity Digital Asset qui explique que 52% des entreprises interrogées donc par Fidelity Digital Asset sur une étude menée sur 3 continents, Europe, Asie et États-Unis, 52% investissent dans des actifs numériques. Ça m'a paru beaucoup quand j'ai découvert ce chiffre. Ça vous paraît beaucoup également? C'est beaucoup, mais c'est une bonne nouvelle. D'accord. Bonne nouvelle que les entreprises s'intéressent de très près à ces nouveaux actifs et puis à ces placements qui sont non seulement très rémunérateurs, mais qui permettent aux entreprises de se prémunir de certains risques auxquels elles sont exposées aujourd'hui. Alors justement, quelles sont les raisons qui peuvent pousser une entreprise à regarder les crypto-monnaies pour sa trésorerie d'entreprise? C'est pas intuitif comme ça, parce que quand on parle crypto-monnaie pour des particuliers, on a quand même souvent l'impression qu'on parle de spéculation. Et quand on parle de gestion de trésorerie d'entreprise, c'est de l'argent dont l'entreprise peut avoir besoin un jour ou l'autre quand même, même si parfois certaines entreprises en ont plus que d'autres. Et on se dit qu'au contraire, il faut une gestion très prudente de cet argent. Il faut que l'argent reste dans les caisses de l'entreprise. Alors c'est le cas, je vous le rassure. Chez Just Mining, on a été en mesure de travailler sur un produit qui est stable, donc des crypto-monnaies qui sont stables, qui sont indexées sur le dollar américain et qui permettent justement de garantir que cette trésorerie d'entreprise ne va pas subir évidemment trop de volatilité qu'on connaît dans les crypto-monnaies. D'accord, donc investir en crypto-monnaie, ça ne veut pas forcément dire investir sur le Bitcoin dans un premier temps. Il y a d'autres crypto-monnaies qui, donc c'est plus quoi, des stablecoins indexés sur des devises en fait existantes. Exactement. Et donc nous, chez Just Mining, nos clients qui viennent donc nous rencontrer souhaitent placer une partie de leur trésorerie, en général 20%, sur ces stablecoins, donc ces crypto-monnaies stables, pour s'assurer un rendement aujourd'hui qui est proposé à la hauteur de 10% sur une année. Et alors c'est avant tout pour aller chercher du rendement, pour faire travailler finalement cette trésorerie et ces liquidités qu'on va les investir en crypto-monnaie? Alors tout à fait, il y a une volonté d'avoir un rendement, mais surtout aussi de se protéger face à l'inflation qui est, je dirais, galopante. On a bien vu l'année dernière en Europe, on est à 5% aujourd'hui sur 2021 d'inflation. Donc on a une trésorerie d'entreprise qui s'érode. Et puis aussi le fait que les banques centrales ne souhaitent plus se voir confier des liquidités et donc ont tendance à imposer des intérêts négatifs sur l'argent que vous leur confiez. Et donc les crypto-monnaies sont en ça une réponse par rapport à l'inflation. C'est une réponse pourquoi? Parce que c'est décorrélé finalement du système financier classique et donc ça permet de sortir un petit peu d'autres placements qui eux seraient Tout à fait. attaqués si je puis dire ou en tout cas érodés par l'inflation. Exactement. L'intérêt il est là, c'est de venir placer sur un nouveau produit justement qui ne subit pas cette inflation, qui n'est pas érodée. Je le disais en introduction, donc on entend,
on voit de plus en plus d'entreprises tech le faire. Donc, on peut nommer Tesla, par exemple, puisque Oui. Elon Musk, sur Twitter, annonçait, lui, avoir acheté, pour le coup, c'était pas des stablecoins, c'était du Bitcoin. Quelle est comment est-ce que les entreprises voient ce placement de trésorerie en crypto-monnaie quand vous échangez avec elles sur ces sujets-là? Parce qu'on imagine bien des entreprises qui font du Bitcoin ou qui, en tout cas, sont présentes dans l'écosystème des crypto-monnaies, investir dans les crypto-monnaies. Elles connaissent l'écosystème. Les entreprises tech, on peut imaginer qu'elles peuvent s'y intéresser un peu plus, mais est-ce qu'on peut imaginer une grande entreprise du CAC 40 ou même une PME régionale se dire tiens, je peux placer une partie de ma trésorerie en crypto-monnaie? Alors tout à fait, on a vraiment des typologies de clients très très variées. Comme je vous le dis, on travaille aussi pour des particuliers, mais là pour les professionnels, on a autant des entrepreneurs qui viennent déposer leur trésorerie que des PME. Pas encore des groupes du CAC 40, mais pour eux c'est tout à fait possible et ils auraient bien la possibilité de le faire avec leurs fonds pour les sécuriser en tout cas. Et donc, c'est avant tout en fait une question de sécurisation. Vous nous avez cité 20% de la trésorerie. On imagine Oui. que c'est de la trésorerie dont on n'a pas besoin, de la trésorerie Bien sûr. excessive ou excédentaire. 20%, c'est beaucoup quand même. Alors c'est beaucoup, mais l'intérêt de ces stablecoins et de ce produit chez nous, chez Just Mining, c'est qu'il est disponible en 24 heures. D'accord. Donc non seulement vous placez votre trésorerie, mais en plus elle est disponible rapidement. Elle est placée sur différents blockchains et c'est là notre métier à nous chez Just Mining, de s'assurer qu'on obtient ces rendements et qu'on sécurise les fonds qui nous sont confiés. Et alors, quand on veut placer de la trésorerie, quand on est une entreprise, j'imagine qu'on veut que ça reste liquide parce qu'on peut en avoir besoin. Quand on Oui. place en crypto-monnaie, ça assure une certaine liquidité quand même? Oui, tout à fait. La liquidité, elle est présente puisque en 24 heures, nous, on va débloquer les fonds à nos clients. Et pour donner un type d'exemple, on prend un stablecoin comme l'USDT, on est sur une capitalisation de 70 milliards de dollars, donc on est sur des produits qui sont très très liquides. Et alors, autre question, vous nous avez donc on est sur des stablecoins, donc ils sont Ouais. indexés sur les devises, et pourtant vous proposez un rendement qui dans l'écosystème des cryptos et pas forcément enfin tout dépend si on fait de la spéculation ou autre, mais de 10% qui est quand même assez conséquent. Comment est-ce Oui. qu'on fait en un temps indexé sur le dollar ou sur l'euro pour proposer un rendement compétitif vis-à-vis d'autres placements pour les entreprises? Alors là, c'est toute l'expertise de Just Mining et de nos équipes, c'est d'avoir identifié un certain nombre de blockchains qui, elles, sont très rémunératrices, puisqu'on va confier en fait les fonds de nos clients à ces blockchains qui vont nous rémunérer pour avoir apporté de la liquidité. Donc c'est vraiment une spécificité et une compétence qu'on a développée chez Just Mining avec nos équipes. Donc ça veut dire que tout est investi sur des stablecoins, où il y a une partie comme sur un fonds, comme quand on va investir dans un fonds classique, il y a une partie sécurisée, une partie un peu plus risquée qui va chercher du rendement. Non, on est vraiment que sur du stablecoin. C'est ce qu'on veut garantir à nos clients et D'accord. s'assurer qu'on n'est pas exposé du tout à la volatilité. Certains de nos clients aiment et souhaitent avoir sur une partie de leur portefeuille un peu de volatilité. Donc on va déposer certains de leurs fonds sur du Bitcoin, de l'Ethereum, de la Cardano. Bon, alors, quand on est une entreprise et quand on est directeur financier, qu'on veut placer sa trésorerie d'entreprise sur des crypto-monnaies, il y a un certain nombre de questions qui se posent. Généralement, notamment quand on en parle, j'imagine, avec sa direction. La première, c'est la sécurité. Oui. Oui, mais comment vous m'assurez, un, que j'ai pas tout perdu, donc ça, c'est la sécurité financière, et deux, comment est-ce que vous m'assurez que je vais pas me faire pirater ou que, ou que je vais pas être sujet à une faille de sécurité ou autre? Qu'est-ce que vous leur répondez à Tout à fait. enfin, aux personnes qui se posent ces questions-là? Alors je leur réponds que Just Mining, de son côté, a souscrit un ensemble d'assurances décentralisées. Alors ça n'existe que sur la blockchain, c'est-à-dire qu'on va investir une partie des fonds dans des assurances pour pouvoir couvrir les fonds qui sont investis par nos... Des assurances clients. blockchain pour le coup. Voilà, Vous dites tout à des fait. assurances décentralisées, donc c'est des blockchains mais qui jouent le rôle d'assurance, c'est Tout à ça? fait, exactement. Et puis on s'intéresse aussi, on travaille avec des assureurs aussi plus conventionnels pour assurer une partie des fonds qui nous sont confiés. D'accord. Et sur la partie sécurité, là, ça implique quand même que les entreprises en question Oui. soient elles-mêmes suffisamment au fait du fonctionnement d'une blockchain pour se lancer dans le placement de sa trésorerie dans les crypto-monnaies, pour le coup, dans des crypto-actifs. Tout à fait, vous avez raison. C'est vrai qu'on rencontre beaucoup de clients qui sont assez novices sur le sujet. Certains sont très ouverts à la compréhension de l'écosystème, comment ça fonctionne et comment vont être placés leurs fonds. Donc c'est vrai, il y a tout un travail, je dirais, d'éducation de nos clients qui est très intéressant et important pour nous.
Et donc parce que moi je regardais pareil, alors évidemment on lit des très belles histoires, on en lit des plus complexes. Il y a une start-up, Startup Taylor, qui elle pour le coup avait placé beaucoup de sa trésorerie en crypto-monnaie et qui s'est fait voler tout simplement son mot de passe. Ça arrive chez les particuliers et ça arrive chez les professionnels. Bon là, le métier de Just Mining n'est pas d'aller sécuriser les comptes chez les clients, mais du coup qu'est-ce qu'on leur répond à ceux qui vous lisent ça dans la presse et qui se disent tiens bah oui effectivement là je joue peut-être un petit peu avec le feu avec ma trésorerie. Alors, oui, dans le cas que vous citez, c'est intéressant parce que c'est vrai que la perte de mot de passe, elle est toujours terrible dans ces milieux-là. Oui, parce qu'on peut appeler personne. Ah non, mais tandis que chez Just Mining, c'est nous-mêmes qui sommes responsables de cette sécurité et qui nous assurons que tous les dépôts qui sont faits sont sécurisés sur la blockchain avec des clés qui sont évidemment bien tenues secrètes par nos services. Donc on a un département sécurité qui s'assure que ça ne puisse pas arriver. D'accord. Donc si sur la question des risques de manière plus générale, à investir sa trésorerie en blockchain, il y en a toujours, j'imagine, en cryptoactifs, pardon, il y en a toujours, j'imagine, mais donc vous nous dites c'est celui de la sécurité ou c'est celui-là le premier pour une entreprise ou c'est... Oui, je dirais la première question à se poser, c'est évidemment qu'est-ce que je peux faire de ma trésorerie aujourd'hui pour éviter de subir l'inflation et être érodé. Et donc évidemment, le choix des cryptoactifs se trouve être très intéressant pour une entreprise qui recherche aussi du rendement. Sachant que c'est un choix parmi d'autres, on imagine bien que c'est un élément diversifiant parmi d'autres manières de placer sa trésorerie pour le coup. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Benoît Mignard de nous avoir expliqué comment on pouvait placer sa trésorerie quand on est une entreprise. Je rappelle que vous êtes le directeur commercial de Just Mining et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et on enchaîne à présent avec Enjeu Patrimoine où nous allons nous poser une question qui anime autant les propriétaires que les investisseurs et qui concerne autant les maisons individuelles que les copropriétés. Je vous parle du coût de la rénovation énergétique d'un bien. La question anime alors que les mauvaises notes sur un DPE constituent un argument de négociation lors de l'achat d'un appartement ou d'une maison et que les passoires énergétiques ou passoires thermiques vont progressivement être interdites à la location. Combien coûte la rénovation énergétique d'un bien? Les coûts sont-ils très différents pour atteindre la lettre D ou la lettre A? Après, évidemment, tout dépend de là où on part. Nous en parlons avec Audrey Zermati, directrice stratégie de EFI. Bonjour Audrey Zermati. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Et on en parle également avec Tanguy Dupont, qui est en duplex avec nous, directeur des solutions Helio pour l'habitat collectif. Bonjour Tanguy également. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Alors on va commencer en plateau avec vous, Audrey Zermati. Il y a un certain nombre d'outils qui sont aujourd'hui mis à la disposition des particuliers. Alors un DPE qui a été revu, un nouveau mode de calcul qui prend en compte maintenant la façon dont on se chauffe, ou en tout cas l'énergie qu'on utilise au sein de son bien. Il y a un audit énergétique qui va arriver, qui a été un peu repoussé, mais qui va arriver également. Autant d'informations finalement que le particulier est invité à scruter de près, autant d'informations sur... Je lisais à droite à gauche que finalement le DPE pointait les problèmes et l'audit énergétique allait pointer les solutions, mais donc autant d'informations qu'on est invité à scruter. Comment est-ce que vous voyez ces initiatives? Est-ce que d'un côté c'est bien parce que ça apporte plus de clarté et plus d'informations à celui qui va ou celle qui va habiter le bien, ou à l'inverse, est-ce que du coup on voit des règles du jeu changer et on a du mal à comprendre si ce qu'on faisait il y a quelques années est toujours d'actualité aujourd'hui? Alors, peut-être rappeler un petit peu ce qui s'est passé dans les derniers mois. Vous avez raison, il y a eu beaucoup de changements. Le diagnostic de performance énergétique, il faut savoir, ça fait 10 ans qu'il existe. Bien sûr. Donc, en fait, c'est quelque chose que les Français connaissent quand ils louent ou qu'ils achètent un bien. Pour autant, ce DPE, par rapport à tous les autres diagnostics que vous faites quand vous achetez un bien, le diagnostic amiante, plomb, il n'était pas opposable. C'est-à-dire qu'il n'avait qu'une valeur indicative. Depuis le 1er juillet, il est opposable et il a été fiabilisé avec une nouvelle méthodologie. Avant, on pouvait avoir des DPE qui étaient des DPE vierges parce qu'ils étaient basés sur une facture d'énergie qui n'avait pas été transmise. Là, on va être vraiment sur des DPE qui tiennent en compte les caractéristiques du logement, donc les rénovations qui ont pu avoir été faites, etc. Donc, il est fiabilisé. Ils tiennent en compte effectivement de l'énergie de chauffage également. Donc, finalement, c'est un DPE aussi climatique qui va rentrer en compte. Et donc, c'est vrai qu'il a aussi été amélioré en termes de lisibilité
puisqu'on va avoir les dépenses théoriques sur les annonces immobilières, Bien sûr, avec ouais. le DPE, les dépenses théoriques du ménage lorsqu'il va acheter le bien. Donc savoir à combien sa facture va s'élever dans tel ou tel bien, c'est quelque chose qui est essentiel pour les ménages qui veulent acheter ou louer un bien. Et alors sur le DPE, on va avoir une lettre qui va nous être donnée entre A et G. Et si jamais on a le malheur d'avoir un bien qui est classé G, F ou E, on va progressivement voir ce bien non seulement interdit à la location, mais en plus le locataire va pouvoir se retourner vers le propriétaire et dire maintenant vous êtes obligé de faire des travaux de rénovation. Des travaux de rénovation qui peuvent coûter cher et c'est justement le sujet de cette émission. En fait, on a l'impression quand on regarde ce DPE et cet audit énergétique que on sait qu'il y a des travaux, on sait qu'il y a un coût à venir, mais on a du mal à comprendre concrètement à quoi on doit s'attendre en tant que particulier quand on doit s'atteler au sujet. On a un DPE qui dit vous avez 35% qui part 35% en fait déperdition qui part par les murs, 25% par les fenêtres. On a un audit énergétique qui va arriver en nous disant il faut peut-être installer ceci ou cela, mais on a du mal à comprendre combien ça va nous coûter et par quoi il faut commencer. Alors qu'est-ce qu'on peut donner comme réponse aux personnes individuelles? Alors, peut-être rappeler que ça va être effectivement, comme vous l'avez dit, progressif. D'abord, ça va concerner vraiment les passoires, les F et les G. Les G les plus énergivores à partir de 2023 et puis progressivement jusqu'au E en 2034. Mais c'est vrai que, pour le coup, c'est une masse d'informations qu'il va falloir digérer. Il y a des rénovations qui peuvent être très simples, qui peuvent permettre déjà d'avoir des très forts gains énergétiques. Le premier conseil qu'il faut donner, c'est déjà d'isoler ses combles. Je vais vous donner un exemple. C'est un peu comme quand vous faites chauffer de l'eau. Pour pouvoir garder l'eau chaude, vous mettez un couvercle sur la casserole. C'est un peu pareil dans la maison. En fait, il faut toujours commencer par l'isolation des combles. Lorsque les combles sont perdus, c'est des rénovations énergétiques qui sont des gestes simples et qui sont finalement pas très chers. Ça revient à peu près à 15 € du mètre carré. Donc, pour 100 mètres carrés à isoler en comble perdu, vous allez être à peu près à 1 500 €. Ils vont être très vite rentabilisés parce qu'on parle de coûts de la rénovation énergétique. Moi, j'ai envie de parler de gains de la rénovation énergétique puisque c'est évidemment un gain sur la facture et donc une rentabilité assez rapide pour le ménage qui investit. Oui, c'est ça. Il faut voir deux choses. Il faut voir quand on veut vendre ou acheter un appartement, mais aussi quand on l'occupe et où là, tous les ans, on paye en fait un certain nombre de charges énergétiques. Et donc là, en fait, ce que vous nous dites, c'est que faire ces rénovations, ça fait automatiquement baisser la facture des charges énergétiques. Alors, évidemment, donc plus ou moins en fonction des rénovations que vous faites. Mais si on prend par exemple l'isolation des combles perdus, c'est 30% de gains sur la facture. Si on prend un changement de système de chauffage, vous êtes chauffé au fioul, vous payez à peu près 2 000 € par an de facture de chauffage. Vous changez, vous avez à peu près 1 000 € de gains sur la facture. Les investissements, c'est un changement de système de chauffage, une pompe à chaleur, aujourd'hui à peu près 10 500 € pour un système de chauffage. Avec les aides, ça vous revient à peu près à 3 000 €. En moins de 3 ans, vous avez rentabilisé votre investissement grâce à ces économies de 50% sur la facture. Et alors là, si on parle de système de chauffage ou de couvercle, enfin donc du coup d'isolation des combles, est-ce que si on fait dans une maison individuelle ces deux premiers investissements, on a l'assurance de gagner 1 ou 2 lettres par rapport à son DPE de départ? Alors, ça dépend effectivement de l'État. Si vous êtes vraiment dans une passoire chauffée au fioul, vous avez un système de simple vitrage, vous avez vos combles qui ne sont pas isolés, vous faites effectivement un changement de système de chauffage, vous passez à un système ENR, une pompe à chaleur ou un système de bois, et vous isolez vos combles et vous changez vos fenêtres, vous allez pouvoir gagner 1-2 classes et éventuellement sortir effectivement de la logique de passoire. Donc oui, donc là, il faut également changer les fenêtres pour le coup. Il y a effectivement, si vous êtes en simple vitrage, et en général les vrais passoires thermiques, quand on parle des passoires thermiques, il y a aussi souvent des simples vitrages parce que c'est des logements qui n'ont pas du tout été rénovés. Dans ces cas-là, effectivement, il y a une possibilité de changer de classe. Si je reviens sur la question du coût, alors effectivement, vous nous parlez du gain, mais moi, ou de l'investissement, comme ça, on est tous les deux d'accord. Est-ce qu'on peut raisonnablement dire, pour passer de G à F, ça vous coûtera tant du mètre carré, de F à E, ça vous coûtera tant du mètre carré, ou ça dépend vraiment de la réalité des biens en question? Ça dépend vraiment de la réalité des biens et de chaque bien. C'est pour ça qu'il faut réaliser un audit, un DPE à minima pour avoir l'état initial. Un audit permet
permet d'aller un peu plus loin, parce que ça permet effectivement de voir jusqu'où on peut aller, la dynamique, jusqu'où on peut aller. Mais il ne faut pas envisager un one-shot. On peut se dire qu'on passe d'abord de F à G, et puis on progresse comme ça dans le temps. Donc, c'est ça qu'il faut absolument dire aux gens. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément tout d'un coup 30 à 40 000 euros de travaux. Pendant 6 mois, on a des travaux chez soi. Oui, c'est vrai qu'on ne parle pas du moment où on a les travaux chez soi. C'est vraiment une logique qui peut être progressive. Et quand vous faites une isolation des combles perdue, c'est une durée d'à peu près de 2 heures chez vous. Un changement de système de chauffage, c'est une demi-journée. Donc déjà, sur ces gestes-là, et après, vous pouvez faire l'isolation par l'extérieur. Là, on va être plutôt sur 15-20 jours de travaux. Donc voilà, il faut envisager les travaux de rénovation énergétique comme en fait s'occuper de son bien. On s'occupe bien de sa voiture, on a des contrôles techniques. Et ben son bien, c'est un peu pareil. Son logement, il faut pouvoir s'en occuper et faire les rénovations pour pouvoir l'amener à effectivement des classes énergétiques qui seront aujourd'hui permettant d'assurer la performance. On peut imaginer quand même un ticket moyen aujourd'hui pour arriver à D ou Alors, ça dépend vraiment de chacun des biens et de l'état initial. Après, vous allez être entre... encore une fois, il y a beaucoup d'aides aujourd'hui, on va en reparler peut-être. Il y a beaucoup d'aides, mais vous allez être entre 15-20 000 euros. Si vous faites ce que je vous disais, la partie changement système de chauffage, l'isolation des combles si elles ne sont pas isolées, le changement du vitrage. Donc, on va être sur entre 15 et 20 000 euros. Hors aide, pour le coup. Non, avec les aides. Enfin, c'est-à-dire avec les aides intégrées, et il restera 15 à 20 000 euros à votre charge, c'est ça? Exactement, que vous rentabiliserez aussi par les économies d'énergie derrière que vous pouvez réaliser. Et alors, ces aides, un mot également, il y a plusieurs aides qui existent, elles ne sont pas accessibles à tous. Alors, il y a MaPrimeRénov', qui, elle, pour le coup, maintenant est accessible à tous les foyers. Il y a d'autres aides qui existent également. Oui, alors en fait, aujourd'hui, et ça beaucoup de gens ne le savent pas, elles sont non seulement accessibles à tous, donc il y a MaPrimeRénov', vous avez raison, mais il y a les certificats d'économie d'énergie, la prime énergie. D'accord. Donc, toutes ces aides sont accessibles non seulement à tous les propriétaires occupants, mais aussi les propriétaires bailleurs. Donc ça permet d'inciter à des propriétaires bailleurs pour que son locataire puisse baisser ses charges. Évidemment, elles sont différentes en fonction des revenus du ménage, de la composition du logement et aussi de la localisation si vous êtes en Île-de-France ou si vous êtes en dehors de l'Île-de-France. Alors, on va retrouver à présent Tanguy Dupont qui est en duplex avec nous. On va évoquer avec vous le sujet des copropriétés, puisque chez Elio, vous faites maison individuelle, mais aussi copropriété. Quand on parle de copropriété, Tanguy Dupont, on a l'impression que tout de suite, ça va être plus complexe, parce que ce que vous nous avez expliqué, Audrey Zermati, à partir du moment où on est propriétaire de son bien, on décide de le faire ou on décide de ne pas le faire. Quand on est propriétaire d'un appartement, mais dans un immeuble où il y a entre 15 et 30 appartements, tout de suite, on peut imaginer que c'est un peu plus complexe. Quels sont les freins que vous rencontrez, vous, aujourd'hui, à la rénovation énergétique d'immeubles, pour le coup? Ouais, alors effectivement, c'est un peu plus complexe. Il y a les travaux individuels dont parlait Audrey, qui effectivement concernent les maisons individuelles et qui vont être de l'isolation de combles, de la pompe à chaleur. Il y a effectivement les travaux qu'on peut faire dans son appartement à titre individuel aussi, quand on est dans une copropriété. Donc changer sa chaudière, peut-être changer les équipements de chauffage, faire peut-être de l'isolation thermique par l'intérieur, mais c'est rarement quelque chose qui se fait, en tout cas en termes de massification de la rénovation. Et donc sur la copropriété, on arrive assez vite, si on veut gagner des classes énergétiques, à des travaux globaux, des travaux collectifs à la copropriété. Et donc forcément, on rentre dans un système qui est un petit peu plus complexe, parce que quand on a une copropriété avec 30, 40, 50 logements et qu'il faut se décider tous ensemble à investir pour faire l'isolation thermique par l'extérieur de la résidence, par exemple, ou changer la chaudière collective, encore plus si on doit passer sur une autre technologie avec un autre type de chauffage, un autre combustible. Alors là, évidemment, on rentre dans un système de décision, notamment avec des assemblées générales qui ont lieu en théorie une fois par an, même si on peut avoir des assemblées générales extraordinaires. Et donc, le temps de décision est plus long et la sensibilisation des occupants aussi. Donc le premier sujet, effectivement, c'est le temps de décision. Donc ça, effectivement, si la décision n'est pas prise en 2020, ça veut dire qu'elle est automatiquement reportée en 2021. Il y a une question qu'on peut se poser aussi, c'est qu'on fait la différence entre un investisseur locatif, un propriétaire bailleur ou un propriétaire occupant. Est-ce que là, il y a une divergence d'intérêt au sein même d'un immeuble quand il s'agit de penser à la rénovation énergétique? Ouais, c'est une autre complexité, c'est que toutes les personnes ne sont pas autant partie prenante dans la résidence. Notamment parce qu'il peut y avoir des propriétaires bailleurs, effectivement, qui ne vivent pas sur site, qui ont des locataires et qui n'ont pas forcément les mêmes enjeux en termes d'investissement
qu'un propriétaire occupant pour qui on va aussi parler de confort. Voilà. Donc forcément ça crée des divergences. Alors c'est des divergences qui s'atténuent un petit peu. On peut considérer en moyenne que historiquement les propriétaires bailleurs étaient moins informés de ce qui se passait dans la copropriété, venaient probablement moins aux assemblées générales. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'une assemblée générale, quand on doit voter des travaux de cette taille-là, il faut une majorité absolue, c'est-à-dire de tous les tantièmes de la copropriété. Donc s'il y a déjà seulement 50% des gens qui viennent à l'assemblée générale, c'est tout simplement impossible, enfin présent ou représenté, hein, parce qu'on peut donner sa voix, mais si on n'a que 50%, c'est déjà impossible de faire voter ce type de travaux. Donc ça complique un petit peu la donne. Mais alors, ça la complique même énormément, Tanguy Dupont, parce que ne serait-ce que pour le vote d'un ascenseur ou d'une rénovation des parties communes, déjà on a l'impression que tout le monde ne se déplace pas. Alors là, pour des travaux encore plus conséquents, comment est-ce qu'on fait pour motiver les gens à s'intéresser au sujet ? Alors tout l'enjeu, c'est justement de les motiver. Alors une première motivation, c'est ces interdictions de location, puisque les propriétaires bailleurs vont tomber sous le coup dans des copropriétés où les logements sont classés G, F, ou eux vont tomber sous le coup de rénovation énergétique obligatoire s'ils veulent que leur investissement perdure, puisqu'ils pourront, s'ils ne peuvent plus louer, forcément ça change un peu la donne pour eux. Donc ils s'investissent plus dans les prises de décision et ils cherchent des solutions pour améliorer l'étiquette énergétique du logement. Donc forcément, on voit de plus en plus de copropriétaires qui s'investissent, qui s'intéressent. Et chez Elio, le but, c'est de les accompagner au début avec cette prise de décision, de leur mettre aussi en face des yeux, si je peux m'exprimer ainsi, les aides qui existent, les coûts qui existent, et puis comment est-ce qu'on monte le projet. C'est vraiment un travail d'assistant à maîtrise d'ouvrage et qui leur permet notamment, ce travail d'assistant à maîtrise d'ouvrage, d'obtenir les aides comme MaPrimeRénov' copropriété, qui est une aide MaPrimeRénov' spécifique à la copropriété, et évidemment les certificats d'économie d'énergie. Tanguy Dupont, une question qu'on peut se poser quand on est propriétaire d'un appartement, donc dans une copropriété, c'est que on a d'un côté ce qu'il faut faire chez soi et de l'autre ce qu'il faut faire au niveau de la copropriété. Est-ce que du coup, on n'a pas des coûts qui s'additionnent et on n'est pas perdant sur les deux tableaux ? Alors on a des coûts qui s'additionnent, mais ça revient un petit peu au même que dans une maison individuelle. C'est-à-dire que l'isolation thermique par l'extérieur va passer dans ce qui est en collectif, et puis ce qu'on peut faire chez soi va passer dans ce qu'on fait chez soi et à des aides individuelles. Si on change sa chaudière individuelle, on a droit à des aides et on a notre coût individuel. Voilà, donc ça va s'additionner en termes de projet. Il va falloir gérer peut-être les deux de front. Ce qu'on voit quand même, c'est que ce qu'on arrive à faire dans un appartement à titre individuel va peut-être faire gagner une classe énergétique, 2 classes énergétiques, parfois 3 quand on a de la chance et qu'on est en chauffage individuel notamment. On ne va pas aller beaucoup plus loin que ça. L'objectif du gouvernement, c'est quand même d'emmener tous les logements en bâtiment basse consommation en 2050. Ce qui a été estimé dans le rapport Sichel, c'est un coût moyen pour une maison individuelle de 46 000 €, ça c'est sans les aides, et pour un appartement de 25 000 €. Alors, il n'y a pas forcément besoin de faire des projets aussi ambitieux d'un seul coup, hein. On peut imaginer déjà pour être dans les clous d'une rénovation globale, aller chercher 35% de gains énergétiques. Et en appartement, ce qu'on voit, c'est qu'on est sur des montants entre 15 et 20 000 €, avec des aides qui vont s'ajouter, qui vont aller financer 30 à 40% du montant des travaux. Merci beaucoup Tanguy Dupont. Donc on comprend effectivement qu'il faut faire les deux si on veut faire les choses bien. On ne peut pas faire que chez soi ou que la copropriété. Il faut effectivement regarder les deux. Merci Tanguy Dupont. Je rappelle que vous êtes directeur des solutions Elio pour l'habitat collectif. Merci également Audrey Zermati, directrice stratégie de FI, d'être venue partager votre expertise en plateau. Voilà donc encore une émission sur l'impact de cette loi climat et de ces normes énergétiques qui changent sur votre habitat, que vous soyez propriétaire bailleur ou propriétaire occupant ou même locataire, puisque maintenant vous avez la possibilité de vous opposer, vous allez avoir la possibilité de vous opposer à votre propriétaire sur le sujet. On retraitera de ce sujet dans cette émission. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.